Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du professeur Al-Hassin Haji. Je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo très importante pour tous les élèves de l'option Sciences Maths et de l'option PC. Je vais traiter tous les sujets du baccalauréat qui ont été proposés au baccalauréat marocain durant la dernière décennie, depuis 2010 jusqu'à 2020 en option Sciences Maths. Mais je conseille tous les élèves de sciences physiques de faire cette série, parce que s'il n'y a pas une grande différence entre les difficultés et les questions posées, que ce soit en sciences physiques ou bien en sciences maths. Pour le sujet, vous pouvez le télécharger dans la description qui se trouve dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et je vous conseille d'abord de le télécharger, de le bien travailler avant de regarder la solution. Donc cette vidéo, je vais la partager en deux parties. Dans la première partie, je traiterai tout le sujet de 2020 jusqu'à 2015. Et dans la deuxième partie, je traiterai les sujets de 2010 jusqu'à 2014. Donc je vais donner l'énoncé de chaque sujet, suivez tout de suite de la solution. Donc on commence par le dernier de la série, c'est-à-dire l'examen de l'année dernière, qui a pour thème la désintégration de l'oxygène 15 et son application en médecine. On vous dit, donc là je vous conseille toujours de souligner les données essentielles. Dans cet exercice, on utilise l'isotope oxygène 8,15 qui est l'un des isotopes de l'oxygène. Bien sûr, le plus stable, c'est le 8,16. Donc, en tomographie par émission de positrons, on détecte les molécules d'eau présentes en grande quantité dans le cerveau en utilisant de l'eau radioactive ou marquée à l'oxygène 8,15. Donc, on marque cette eau-là, c'est-à-dire on remplace l'oxygène 8,16 par l'oxygène 8,15 que l'on injecte à un sujet par voie intraveineuse. Pourquoi on injecte cet échantillon? Parce qu'il est radioactif et donc on peut les détecter par la mesure de l'activité. Donc l'oxygène 15 se désintègre en un noyau X avec l'émission d'un positron. Donc on vous donne un certain nombre de données. Ensuite, on vous dit écrire l'équation de désintégration de l'oxygène 8,15 en déterminant A et Z du noyau fils de cette réaction, sachant qu'il y a émission d'un positron. Ensuite, déterminer oméga électrovolts, l'énergie libérée par un noyau. Donc là, des questions très classiques. En admettant que le volume d'une injection a une activité à T égale à 0 de 3,7 10 puissance 7 becquerel. Et ce volume-là qu'on a injecté, c'est 5 cm3. Trouver la proportion de molécules d'eau marquées dans l'injection. Donc là, il s'agit de calcul du nombre de molécules d'oxygène dans un volume bien déterminé. Ensuite, pour poursuivre l'examen PET, on suppose qu'il est nécessaire de procéder à une nouvelle injection lorsque l'activité du noyau d'oxygène restant à la date T1 est de l'ordre de 0,15%. Ça veut dire lorsqu'il nous reste l'activité à diminuer de 85%, il faut faire une nouvelle injection. Donc justifier par calcul que l'on puisse faire une nouvelle injection au bout de 20 minutes. C'est-à-dire, autrement dit, il faut montrer qu'au bout de 20 minutes, l'activité de l'oxygène injecté a diminué de 85%. Donc vous voyez, donc là la difficulté c'est plutôt déterminer le nombre de noyaux dans un volume donné. Ensuite, chercher le temps où l'activité sera tout simplement, où le rapport des activités sera égal à 0,15%. Bon, première question, la loi de désintégration, l'équation de désintégration de l'oxygène 8,15, il va émettre un positron, c'est-à-dire un bêta+, E, un 0. Donc, le X doit avoir comme Z égale à 7, conservation de Z, et A 15, puisque le nombre de masse d'un positron, c'est 0. Quel est le noyau qui possède Z égale à 7? C'est l'azote. Donc, l'oxygène 8,15 va donner l'azote 7,15 plus un positron. Déterminer oméga électrovolts, l'énergie libérée par la désintégration d'un seul noyau. Donc, c'est le défaut de masse de cette réaction, multiplié par C carré. Bien sûr, le défaut de masse va être négatif, donc l'énergie libérée
pas être positif, on va mettre la valeur absolue de défaut de masse. Comme le défaut de masse est donné en unité de masse atomique, donc on va utiliser l'expression delta de M fois 931,5 mégaélectronvolts. Voilà les masses en unité de masse atomique. Vous calculez cette masse plus celle-là moins celle-là, vous multipliez par 931 et vous allez trouver une énergie de liaison de 2,243 mégaélectronvolts, ou bien 10 puissance 6 électronvolts. En admettant que le volume d'une injection d'activité A0 est V, donc voilà le volume d'oxygène injecté, c'est 5 cm3, trouvez la proportion de molécules d'eau marquées dans l'injection. C'est-à-dire dans ce volume de 5 cm3, quel est le rapport entre le nombre de molécules d'oxygène 15 et le nombre de molécules d'oxygène 16, c'est-à-dire le rapport entre l'oxygène radioactif par rapport à l'oxygène stable. Bien, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de l'activité initiale? On peut déduire le nombre de molécules d'oxygène injectées à T égale à 0, c'est-à-dire le nombre de molécules d'oxygène 15 que contient le volume 5 cm3. Pourquoi? Parce que c'est uniquement l'oxygène 15 qui est radioactif. Donc vous avez la fameuse relation A0 est égal à lambda A0. Connaissant A0 et lambda, on peut déduire N0. Donc N0, c'est le nombre de molécules d'oxygène 15. Bien, donc ça c'est connu. Pour chercher le rapport, il faut déterminer maintenant le nombre de molécules d'oxygène d'une façon générale dans le volume V, c'est-à-dire le nombre de molécules d'oxygène total et pas uniquement l'oxygène 15. Donc on connaît le volume, on va déterminer la masse de ce volume-là, de 5 cm3, puisqu'on donne la masse volumique de l'oxygène par la relation M est égal à ρ fois V. Et si on connaît la masse, on peut déterminer bien sûr le nombre de moles par la masse divisé par la masse molaire. Or, le nombre de moles est aussi donné par le nombre de molécules divisé par le nombre d'Avogadro. Donc ça, ce sont des relations vraiment à retenir. Les différentes expressions qui permettent de déterminer le nombre de moles, c'est le volume divisé par le volume molaire, ou bien la masse divisée par la masse molaire, ou bien le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro, ou le nombre d'atomes divisé par le nombre d'Avogadro. Donc là, on peut déterminer tout de suite N est égal à ρ fois le volume fois le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire. Donc on connaît tout. Le nombre d'Avogadro est donné, la masse volumique est donnée, le volume c'est 5 cm3, la masse molaire de l'oxygène est connue. Donc je peux faire le rapport N sur N0. Donc N0 sur N, donc N0 c'est A0 sur lambda, donc voilà le fameux N0. Et l'inverse de N, vous voyez bien, c'est la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro fois ρ fois V. Donc on connaît tout, il suffit de faire l'application numérique et faire très attention aux unités. Bien sûr, faire le volume, donc là c'est l'activité, ça c'est la masse molaire 18, donc log de 2 fois T1,5, et donc le nombre d'Avogadro c'est 6,022 10 puissance 23. Donc ce rapport, ça vous donne 389 10 moins 16. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que sur pratiquement, mettons ici on va majorer par 100, donc ça va vous donner à peu près 10 moins 14. Pour 10 puissance 14 noyaux, vous avez un seul noyau qui est marqué, autrement dit un seul noyau radioactif parmi à peu près 10 puissance 14 noyaux d'oxygène. Bien, notez bien ici, j'ai laissé 50 cm3 parce que ρ est donné en grammes par centimètre cube. Donc les centimètres cubes vont se simplifier. Donc 5 grammes, 18 grammes vont se simplifier. Donc voilà le rapport. C'est à peu près 410 puissance moins 16. Donc voilà pour le sujet de 2020. Passons au sujet de 2019. Donc on va s'intéresser à la combustion des réactions. Donc on va parler de la transformation nucléaire qui est la fusion. D'accord, la fusion de deutérium plus le tritium. On étudie la formation de l'hélium. Donc cette fusion va donner l'hélium. À partir de la réaction de fusion, cette réaction nucléaire libère un neutron. Donc celui-là plus celui-là va donner l'hélium plus un neutron. On va donner la constante d'Avogadro. On les met en joule. Écrire l'équation de réaction de la fusion. Ensuite, parmi les affirmations suivantes, combien y a-t-il exact? Donnez juste le nombre. On va relire les affirmations tout à l'heure.
Ensuite, les questions suivantes sont liées à l'utilisation de ce diagramme. Donc là, je vais expliquer le principe de ce diagramme. On vous donne ici l'énergie. Faire attention en quoi? C'est en 10 puissance 3 mégaélectronvolts. Ça veut dire cette valeur-là, c'est 4,69 fois 10 puissance 3 mégaélectronvolts. Ça signifie quoi, E1? C'est l'énergie de masse de 3 neutrons plus 2 protons. C'est-à-dire, si vous faites 3 fois la masse du neutron, plus 2 fois la masse du proton, multiplié par C carré, vous allez trouver 4,69, 10 puissance 3 mégaélectronvolts. Là, c'est l'énergie de deutérium plus de tritium, et ça, c'est l'énergie de l'hélium plus un neutron. À partir maintenant de ce diagramme, déduire en mégaélectronvolts l'énergie libérée que l'on pourrait obtenir si on réalise la réaction de fusion. Autrement dit, c'est la réaction libérée par un noyau de fusion. Ensuite, pour réaliser, c'est on fait la fusion plutôt d'une mole. Il faut faire très attention ici. Une mole de noyau de deutérium avec une mole de noyau de tritium. C'est très important à l'énoncer. Ensuite, on vous dit qu'une tonne équivalent pétrole, c'est l'énergie utilisée dans l'industrie. C'est une unité qu'on utilise en industrie. Elle sert à comparer l'énergie obtenue à partir des sources différentes. C'est quoi une tonne équivalent pétrole? C'est l'énergie qu'on peut obtenir lorsqu'on fait la combustion d'une tonne de pétrole. C'est-à-dire l'énergie libérée en moyenne par la combustion d'une tonne de pétrole. Donc, soit est le nombre de tonnes de pétrole à brûler pour obtenir une énergie équivalente à celle libérée par la fusion de 2 grammes, c'est-à-dire une mole de deutérium avec une mole de tritium. Tritium, sa masse molaire, c'est 3. Donc, trouvez N. Autrement dit, la fusion d'une mole de deutérium avec une mole de tritium va libérer une certaine énergie. Comparez cette énergie avec une unité, une tonne équivalent pétrole, c'est-à-dire avec ça. Autrement dit, combien de tonnes va-t-on brûler pour obtenir l'énergie équivalente à celle obtenue par la fusion d'une mole de deutérium avec une mole de tritium. Donc voilà, donc il s'agit essentiellement de l'étude de la fusion. Bien, donc, équation de la réaction, bien sûr, ça c'est simple, le deutérium plus le tritium de l'hélium plus un neutron plus l'énergie, on vérifie les conservations de Z, 1 plus 1 c'est 2, donc 2 plus 0 c'est 2, on vérifie la conservation de A, 2 plus 3 égale à 5, et on a bien 4 plus 1 égale à 5. Maintenant, parmi les affirmations suivantes, on va dire celles qui sont exactes, celles qui sont fausses. On vous dit que l'énergie de liaison d'un noyau est égale à quoi? Est égale au produit de défaut de masse, c'est vrai, de masse multiplié par quoi? Fois la célérité de la lumière. Ça, c'est faux. C'est pas fois la célérité, mais fois la célérité au carré. Donc, la masse du noyau est inférieure à la masse du nucléon. C'est également faux. La masse du nucléon est supérieure à la masse du noyau. Et la différence, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse qui va nous donner justement la valeur de cette énergie de liaison. La fusion concerne uniquement les noyaux légers. C'est vrai, c'est les noyaux légers qui vont fusionner pour des noyaux plus lourds et donc plus stables d'après le diagramme d'Aston. La réaction béridium 4, 2 plus l'hélium 2, 6, ça vous donne le carbone 6, 12. Donc là, ça doit être 6. Carbone 6, 12 est une réaction de fusion. Donc là, 4 plus 2, 6. 6, donc ça doit être ici 6. Pour avoir 12, donc c'est une réaction de fusion. Les deux fusionnent pour donner le carbone 6, 12. La fission nucléaire est une réaction spontanée. Bien sûr, ce n'est pas spontané. Pour créer une fusion nucléaire, il faut vraiment accélérer les particules. Donc, il n'y a que deux réponses justes. Bien. Maintenant, à partir de ce diagramme, on nous dit de calculer l'énergie de liaison du noyau. Qu'est-ce que c'est que d'abord l'énergie de liaison du noyau de l'hélium? C'est l'énergie correspondant à cette réaction. L'hélium, il contient combien? Il contient 2 protons et 2 neutrons. Donc, c'est le défaut de masse de cette réaction multiplié par C carré et par définition l'énergie de liaison. Donc, c'est le défaut de la masse des constituants moins la masse du noyau fois C carré. Ça vous donne l'énergie de liaison. Donc, on doit calculer l'énergie de 2 protons plus 2 neutrons moins l'énergie de l'hélium. Or, ici, on n'a pas l'énergie de 2 protons plus 2 neutrons, mais plutôt on a l'énergie de 2 protons plus 3 neutrons.
Donc on va ajouter ici un neutron, l'énergie d'un neutron, et on va le retrancher de l'autre côté. Donc ça sera l'énergie de 2 protons plus 3 neutrons, moins l'énergie de l'hélium plus un neutron. Or ça, on l'a directement sur le diagramme, c'est 4,69 10 puissance 3, et celui-là c'est 4,66 10 puissance 3. Donc on peut tout de suite déduire l'énergie de liaison qui est 28,29 mégaélectronvolts. Bien. Maintenant l'énergie libérée par la réaction de fusion. Donc, faire attention à l'énergie de liaison. Donc l'énergie de liaison c'est le défaut de masse, l'énergie qui correspond à la dissociation du noyau qui va donner les protons plus le neutron. Par contre la fusion c'est le deutérium plus le tritium va donner l'hélium plus un neutron. Donc le défaut de masse de cette réaction multiplié par C carré, c'est l'énergie libérée par cette réaction. Or, d'après ce diagramme, on a bien l'énergie de ces deux termes-là, c'est E2, et l'énergie de ces deux termes, c'est E3. Donc l'énergie libérée, ce sera directement E3 moins E2, et ça vous donne 17,59 mégaélectronvolts. Donc ça, c'est l'énergie libérée par quoi? Faites très attention, par la fusion d'un noyau de deutérium avec un noyau de tritium. Un seul noyau. Parce que la question suivante, c'est l'énergie libérée par une mole de la réaction de fusion. Quand on mélange une mole de deutérium avec une mole de tritium, sachant qu'une mole d'atome contient combien? Une mole contient combien? N Avogadro atomes. Donc l'énergie libérée par une mole, c'est tout simplement l'énergie libérée par un seul noyau multiplié par le nombre d'Avogadro. Et ça vous donne cette fois-ci une énergie qui est énorme, 105 fois 10 puissance 23 mégaélectronvolts. Très bien. Donc ça, c'est l'énergie libérée par une mole. D'accord? Maintenant, une tonne équivalent pétrole, c'est 4,2 10 puissance 10 joules. Donc pour chercher combien de tonnes équivalent pétrole dans cette énergie-là, il faut d'abord la transformer en joules. Transformer celle-là en joules, ou bien transformer celle-là en mégaélectronvolts, ou bien celle-là en joules, comme vous voulez. Donc là, on va déterminer d'abord le nombre de... On va déterminer, bien sûr, on va exprimer l'énergie en mégaélectronvolts. Bien. Soit une mole de deutérium et une mole de tritium. Et c'est exactement ce qu'on nous dit. On va mélanger 2 grammes de deutérium, on va fusionner 2 grammes de deutérium avec 3 grammes de tritium. Et ça, c'est exactement une mole de deutérium avec une mole de tritium. Parce que 3 grammes, c'est la masse molaire du tritium. 2 grammes, c'est la masse molaire du deutérium. Donc, c'est exactement cette énergie-là. 2 grammes de deutérium plus 3 grammes du tritium va libérer cette énergie-là. Bien. Donc, on va transformer cette énergie en mégaélectronvolts. D'accord? On va transformer l'énergie TEP en mégaélectronvolts. Donc, un TEP, c'est 4,2 10 puissance 10 joules. Or, on nous dit qu'un joule, c'est 1 divisé par 1,6 10 puissance moins 13 mégaélectronvolts. Donc, on fait le calcul, ça vous donne 2,62 10 puissance 23 mégaélectronvolts. Donc, ça, c'est l'énergie équivalente à une tonne de pétrole. La combustion d'une tonne de pétrole va nous libérer 2,62 10 puissance 23 mégaélectronvolts. Or, on a déjà calculé l'énergie libérée par une mole, d'accord, qui est 1,6. Donc ça, c'est l'énergie libérée par une mole, c'est bien ça, d'accord. Donc une tonne équivalent pétrole ne libère 2,6 10 puissance 23. Donc, combien de tonnes de pétrole va libérer une mole, la fusion d'une mole de deutérium avec une mole de tritium? Or, une mole de deutérium avec une mole de tritium nous donne 1,06 10 puissance 25. Donc, ça sera équivalent à N tonnes équivalent pétrole. Il suffit de faire la division et ça nous donne 40 tonnes équivalent pétrole. Donc, vous voyez, donc la fusion d'une mole de deutérium avec une mole de tritium, c'est équivalent, une seule mole, hein, une mole, ça veut dire 2 grammes plus 3 grammes. Donc la fusion de 3 à 5 grammes. Donc 5 grammes, ça nous donne l'équivalent de 40 tonnes, c'est-à-dire 40 000 grammes de pétrole. C'est l'équivalent de la fusion de 2 grammes de deutérium avec 3 grammes du tritium. Bien sûr, c'est une énergie qui est très très importante, mais les dangers du nucléaire sont aussi beaucoup plus importants. Et aussi le problème des déchets, des noyaux radioactifs. Donc on passe
au sujet de 2018. Donc là, c'est un sujet très classique. Il va étudier essentiellement la définition du curie. Donc on va voir quelle est l'origine de cette valeur-là, 1 curie, et comment on détermine l'équivalent d'un curie en becquerel. Voilà en gros l'idée du sujet. Donc on vous dit qu'en 1898, Pierre et Marie Curie annoncent la découverte de 2 éléments radioactifs, le polonium, donc il l'a appelé polonium par hommage à la patrie de son mari qui est la Pologne, et le radium. Donc le radium qui se transforme en radon, d'accord, 286-222. Et justement le curie va être défini à partir du radium. Donc, il constitue comme l'un des exemples historiques de la radioactivité alpha. L'activité d'un échantillon radioactif étant alors calculée par rapport au radium, considéré comme étalon. Voilà l'origine. Au départ, on a choisi comme unité de l'activité celle d'1 gramme du radium. Donc, il fait exprimer en curie, donc c'est Marie Curie qui a introduit cette unité, d'ailleurs on l'appelle curie, pendant des décennies, avant d'utiliser le becquerel comme unité pour la radioactivité. Donc c'est quoi la définition d'un curie? Un curie, c'est l'activité d'un échantillon d'1 gramme du radium. Et justement, le but de l'exercice, c'est de montrer combien de becquerel contient un curie. Donc voilà les données. Ensuite, première question, calculer l'énergie de liaison. Vous voyez, c'est toujours question classique dans tous les sujets. L'énergie de liaison d'un noyau. Définir l'énergie de liaison d'un noyau. Choisir les propositions justes parmi les 4 suivantes. Montrer un curie. Voilà l'idée de l'exercice. Un curie, c'est 3,73 10 puissance 10 becquerel. Ensuite, question 4, c'est juste. Quelle serait en becquerel en juin 2018 l'activité d'un échantillon de masse 1 g de radium dans l'activité en juin 1889 était de 1 curie. C'est-à-dire à l'époque de Marie Curie, si l'activité était de 1 curie, après un siècle à peu près, même plus, quelle serait 1800, 1900, même plus qu'un siècle, quelle serait l'activité de cet échantillon? On va passer rapidement sur les questions classiques. L'énergie de liaison, vous la connaissez, c'est l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour les dissocier en synucléons. Les propositions, le radium et le radon sont 2 isotopes. Donc bien sûr, c'est faux les isotopes, on parle du même élément chimique. Quand on parle d'isotope, il s'agit du même élément chimique, c'est-à-dire ce sont des noyaux de radium ou bien des noyaux de radon qui ont des nombres de masses différents. Donc, première proposition, elle est fausse. Le noyau de radium est constitué de 88 neutrons, faites très attention, et 138 protons. Donc le radium, donc ça c'est Ra, le radium c'est 88 quoi? Protons, et non pas neutrons, faites très attention. 88 protons et bien sûr 138 neutrons. Vous voyez les chiffres sont corrects, mais la correspondance elle est fausse. Donc ça c'est protons et ça c'est neutrons, donc c'est faux. Après une durée de 3T1,5, il reste 12,5% des noyaux initiaux. Donc la question importante. Après N 3,5, ça on l'avait fait dans le cours, le nombre de noyaux qui reste, c'est N0 sur 2 à la puissance N. Donc ça sera N0 sur 8, donc c'est bien 12,5%. Donc c'est une bonne proposition. Donc la relation entre le demi-vie et la constante radioactive, donc tout de suite c'est faux par des considérations d'unité, donc ça c'est le temps, lambda c'est 1 temps moins 1, donc ça ne peut pas être vrai cette relation. Donc il y a une seule bonne réponse, c'est la réponse C. D'ailleurs on vous dit choisir la proposition juste, donc il y a une seule, c'est la réponse C. Bien. Va maintenant montrer que 1 curie, c'est effectivement 3,73 10 puissance 10 becquerel. Donc 1 curie, on a dit c'est quoi? C'est l'activité d'1 gramme du radium. Donc pour calculer le nombre de noyaux qui correspond à 1 curie, il suffit de calculer le nombre de noyaux du radium dans 1 gramme. Aussi simple que ça. Donc voilà, 1 curie, c'est l'activité d'1 gramme, c'est lambda fois le nombre de noyaux contient 1 gramme. Donc là, on fait la règle de 3. Un nombre d'Avogadro correspond à la masse molaire. 1 gramme correspond à N atomes, à N noyaux. Donc le nombre de noyaux, c'est le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire. Donc 1 curie, donc ça sera lambda fois le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire du radium.
Et si vous faites une application numérique, ça vous donne exactement 373 10 puissance 10 becquerel. Bon, l'activité d'un échantillon en juin 2018, bon, on connaît l'activité à t égale à 0, on connaît la date t, on va déterminer a de t. Bon là, faire une application numérique classique, a à la date t 2018, c'est a0 fois exponentielle moins lambda fois delta t. Donc on va prendre t0 égale à 1898, c'est t0. Donc delta t, c'est 2018 moins 1898, ça vous donne 120. Donc on connaît lambda, c'est log de 2 sur t1,5. La seule différence, là il faut faire très attention à l'application numérique. La delta t c'est en année, alors que lambda c'est en seconde moins 1. Donc là, lambda en seconde moins 1. Seconde moins 1. Donc, il faut bien faire attention à l'application numérique. Soit il faut transformer lambda en année moins 1, soit transformer l'année en seconde. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai transformé 120 années en secondes. Donc, il faut multiplier par le nombre de jours fois le nombre d'heures fois le nombre de secondes. Et ça vous donne 3,7 10 puissance 9 secondes. Et si on fait une application numérique, on retrouve une activité de 0,94 curie, c'est-à-dire 3,54 10 puissance 10 becquerel. Parce que A0 était en curie, donc l'activité qu'on va trouver c'est en curie. Donc il faut la transformer en becquerel. Or on vient de déterminer la relation entre le curie et le becquerel. Bien, je passe au rattrapage 2017. Donc là, on va étudier l'activité d'un échantillon radioactif. On vous dit, on étudie dans cet exercice la désintégration d'un échantillon radioactif du cobalt, qui est à la fiche suivante. On vous donne la masse molaire, le type de radioactivité, taux. Je vous rappelle, taux c'est 1 sur lambda, c'est la constante du temps. C'est l'inverse de la constante radioactive lambda. Nombre d'Avogadro, une année en jour, l'énergie de liaison du nucléide X, la masse du carbone, du cobalt 60 en unité de masse atomique, d'un neutron, proton, électron, et l'équivalent, une unité de masse atomique en énergie C carré. Donc toujours choisir la bonne proposition parmi les quatre, ensuite définir la radioactivité β-. Donc ensuite le noyau issu de la désintégration du cobalt, on va l'appeler X, en se basant sur l'énergie de masse calculée en mégaélectronvolts, l'énergie libérée par la réaction de désintégration du cobalt. Bon là c'est des questions qu'on retrouve dans tous les exercices. Maintenant on vous dit que la masse initiale de l'échantillon radioactif à l'instant de sa réception par un laboratoire c'est M0. On considère l'instant de réception comme origine du temps. La mesure de l'activité de l'échantillon étudié à l'instant T1, ça vous donne à 1. L'idée, c'est de montrer cette relation. Et calculer en année sa valeur. Donc là, je veux vous donner quelques remarques si vous avez ce type d'équation, comment il faut faire. Donc voilà la seule question, à mon avis, sur laquelle il faut travailler un petit peu. Le reste, c'est des questions très très classiques. Bon, quelle est la proposition juste? La constante radioactive à la dimension du temps, on vient de le dire, c'est un temps moins 1. L'activité d'un échantillon s'exprime en secondes. Non, c'est en becquerel, ou bien désintégration par seconde. C'est pas en seconde, c'est en désintégration par seconde. Pour les noyaux lourds et selon la courbe d'Aston, plus un noyau est lourd, moins il est stable. C'est vrai, parce que plus il est lourd, plus le nombre, l'énergie de liaison par nucléon augmente, donc il devient moins stable, donc c'est une bonne réponse. Et le défaut de masse s'exprime en mégaélectronvolts. Faites attention, ce n'est pas le défaut de masse, c'est l'énergie du défaut de masse qui s'exprime en mégaélectronvolts. Le défaut de masse, c'est juste en unité de masse atomique ou bien en kilogrammes. Donc la bonne proposition, c'est la réponse C. Bien, c'est quoi la radioactivité β-? Donc c'est une réaction spontanée au cours de laquelle un noyau instable se désintègre en un noyau plus stable en émettant quoi? En émettant un électron. Bien, le noyau issu de la désintégration du cobalt, en se basant sur les énergies de masse calculées en mégaélectronvolts l'énergie. Donc là, on ne vous demande pas de déterminer ce X, puisqu'on vous donne l'énergie de liaison de ce X. On vous donne juste de déterminer l'énergie libérée par cette réaction. Eh bien, l'énergie libérée, c'est le défaut de masse fois C carré.
Bien, on peut faire ça, mais on peut le calculer aussi par les énergies de liaison. Donc, c'est la valeur absolue de l'énergie de liaison du cobalt moins l'énergie de liaison de X. Donc, ça, c'est l'énergie libérée. Il faut mettre valeur absolue parce que ça doit être une valeur positive. Donc, déterminons l'énergie de liaison du cobalt. Donc, vous voyez, là, il faut faire très attention. On ne donne pas l'énergie de liaison de cobalt, donc il faut la calculer. Donc le cobalt, c'est l'énergie de liaison, c'est défini par Z la masse du proton plus A moins Z fois la masse du neutron moins la masse du cobalt. Bon, ici c'est le cobalt, fois C carré. Donc voilà, 27 plus 33 plus la masse du cobalt, c'est en unité de masse atomique, multiplié par 931. Ça nous donne une énergie de liaison de 586,841 mégaélectronvolts. Or, on nous donne l'énergie de liaison du noyau X, donc je peux calculer l'énergie libérée, ça me donne 1,55 mégaélectronvolts. Donc là, juste question indirecte, on ne donne pas l'énergie de liaison du cobalt, mais il faut la calculer puisqu'on nous donne la masse du proton, du neutron et du cobalt. Maintenant, pour montrer cette relation, d'abord il faut la regarder un peu plus en détail. Tau, c'est 1 sur lambda. Très bien. Là, vous avez 1 sur lambda. Donc là, calculer, on en est sa valeur. Or, on connaît déjà une formule très classique, c'est T est égal à 1 sur lambda log de A0 sur A. Donc, vous voyez, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, on va écrire l'activité à l'instant T1, c'est lambda N0 exponentielle moins lambda T1, d'accord, c'est A0 qui est lambda N0, et je vais faire A1 sur A0 en fait. Donc l'activité à l'instant T divisé par l'activité à l'instant T égale à 0, c'est exponentielle moins lambda T1. C'est le principe qu'on utilise dans la datation. Donc ça, c'est une formule qu'on a fait plusieurs fois dans le cours. Et donc T1, dans la vidéo plutôt, qui est destinée à l'activité, à la radioactivité. Donc vous avez la relation classique 1 sur lambda, c'est log de A0 sur A1. 1 sur lambda, c'est tau. Donc vous l'avez, c'est bon. Pardon. Donc lambda, c'est 1 sur tau. Donc ça, c'est clair. Vous avez N0, 1 sur A1. Donc là, A1, elle est là. Donc il suffit juste de montrer quoi? Que N0, c'est égal à M0 fois le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire. Voilà, il faut montrer que ça est égal à N0. Les autres termes, ils sont hier. Or, ça, c'est une simple règle de 3. On l'a fait plusieurs fois. Donc vous avez dans une mole, la masse molaire contient N Avogadro atomes. Dans une masse M, vous avez N0 atomes, ou bien noyau. Donc N0, c'est la masse multipliée par le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire. Donc on remplace juste N0 par sa valeur et on obtient tout de suite la formule demandée. Donc je vous rappelle que tau, c'est 1 sur lambda. Bien. Maintenant, pour l'application numérique, là, il faut faire très attention parce que vous avez plein d'unités. Donc, tau, il est en jour. L'activité, c'est en becquerel. Ça veut dire des intégrations par seconde. Donc, tau fois 1, il faut le transformer. Tau, qui est 2,8, 10 puissance 3, il faut le transformer en seconde. Donc, je multiplie par 24 et 3600 et je trouve tau fois 1. Donc, ça, c'est un ordre des intégrations. Ça veut dire qu'il n'a pas d'unité. Tau fois 1. Donc les rapports des masses, j'utilise les mêmes unités, gramme par gramme, et bien sûr N0 fois M0 sur tau fois M fois 1. Donc là, il n'a plus d'unité parce que ça n'a pas d'unité, ça n'a pas d'unité, et j'obtiens 4. Et donc l'unité de T1, ce sera l'unité de tau, tout simplement. Donc si je garde l'unité de tau en année, j'obtiens T1 en jour, pardon, j'obtiens T1 en jour, et ça me donne 3,88 10 puissance 3 jours. Voilà, donc en année, il faut diviser par 365,65 et ça vous donne 10,63 années. Donc voilà pour cet exercice-là. Donc la seule question, c'est montrer cette relation-là, mais cette relation, c'est exactement la relation qu'on utilise dans la datation. Un temps est égal à 1 sur lambda log de A0 sur A, sur A de T. Et A0, c'est lambda N0. A de T, il est dans l'expression. Donc, il fallait juste exprimer le nombre de noyaux N0 en fonction des masses. Bien. On passe à le baccalauréat 2016. Donc, la transformation nucléaire radioactivité du polonium. Donc, on vous dit le polonium se désintègre spontanément en plomb avec une émission d'une particule alpha.
Cet exercice se propose d'étudier le bilan énergétique de cette transformation ainsi que l'évolution de cette dernière au cours du temps. Donc voilà, on va dans l'énergie du polonium, du plomb, l'énergie de liaison bien sûr, de alpha, T1,5. Écrire l'équation de désintégration, déterminer l'énergie produite par la désintégration d'un noyau. Donc là, on va dans l'énergie de liaison. Donc soit N0 le nombre de noyaux à t égale à 0, N le nombre de noyaux restants à l'instant t, Nt le nombre de noyaux désintégrés. À l'instant t égale à 4, T1,5. Choisir laquelle des propositions qui est juste parmi les 4. Ensuite, la courbe ci-dessous représente N0 sur N en fonction du temps, plutôt log de N0 sur N en fonction du temps. À partir de cette courbe, déterminer T1,5. Sachant que l'échantillon ne contient pas du plomb à t égale à 0, déterminer en jour l'instant T1 au bout duquel le nombre de plombs sur le nombre de PO égale à 2/5. Donc là, on va utiliser aussi le principe de la datation. Bon, juste une remarque. D'habitude, si on trace log de n en fonction de t, vous avez une courbe qui est décroissante. Ou bien log de n sur n0. Et là, faites attention, c'est log de n0 sur n, donc l'inverse de celle-là. D'accord? Le principe est le même. À partir de celle-là, on va déterminer lambda ou bien T1,5, et à partir de celle-là, on va déterminer lambda et T1,5. Donc là, d'habitude, c'est log de n de t sur n0 qui est décroissante. Par contre, log de n0 sur n, c'est une courbe qui est croissante et qui passe par l'origine. C'est-à-dire, si t égale à 0, bien sûr, vous avez n est égal à n0, log de 1, c'est 0. Donc, c'est une courbe qui démarre par 0. Donc là aussi, je vais essayer d'aller un peu rapide pour les questions classiques. L'équation de la transformation, bon, tout le monde connaît maintenant une désintégration alpha, donc Z va diminuer de 2 et A va diminuer de 4. Bon, le défaut, l'énergie produite par cette réaction, on a dans les énergies de liaison, donc on va la calculer à partir des énergies de liaison, de PO moins l'énergie des produits moins l'énergie de liaison des réactifs en valeur absolue, ça vous donne 5,39,89 mégaélectronvolts. Maintenant, je m'attarde un peu sur la question 3.1. Faites très attention, on désigne par NT, c'est le nombre de noyaux de polonium désintégrés. À l'instant T, 4 fois T1,5. Or, on sait que le nombre de noyaux restants, faites attention, le nombre de noyaux restants du polonium à 4 fois T1,5, c'est N0 sur 2 puissance 4. C'est-à-dire N0 sur 16. Donc s'il reste N0 sur 16, combien ils se sont désintégrés? C'est N0 moins N0 sur 16. D'accord? Donc si vous avez au départ N0, à l'instant T, il vous reste N0 sur 16. Combien ils se sont désintégrés? C'est la différence. C'est-à-dire 15 N0 sur 16. Et donc la bonne réponse, c'est la réponse D. Bien, maintenant on va déterminer T1,5 à partir de cette droite. Donc il faut déterminer d'abord l'équation théorique de cette droite. On connaît N, c'est N0 exponentielle moins lambda T. J'applique le logarithme des deux côtés. Donc ça sera log de N sur N0, c'est moins lambda T. Le signe moins, je change le logarithme de A sur B, c'est moins log de B sur A. Donc ça vous donne log de N0 sur N est égal à lambda T. Et vous voyez bien là, c'est une équation. Tout ça, je l'appelle Y de T. Est égal à lambda fois t. Donc y égale à x. Donc c'est une droite qui passe par l'origine. Quelle est la pente de cette droite? C'est lambda. Donc il suffit, pour déterminer T1,5, il faut d'abord déterminer lambda à partir de la pente. Pour déterminer la pente, je prends l'origine plus un point quelconque de la courbe, de préférence celui qu'on me donne ici. Donc la pente, c'est cette longueur-là divisée par cette longueur. C'est-à-dire 1 quart log de 2 divisé par quoi? Divisé par 34,5. Mais faire attention, l'unité, ça sera jour moins 1. Donc voilà, 1 quart log de 2 divisé par 34,5, quoi? Jour moins 1. Donc, T1,5, c'est l'inverse, c'est en jour. Donc l'inverse de ça, un petit calcul, ça va vous donner 138 jours. Maintenant, sachant que l'échantillon ne contient pas du plomb à T égale à 0, déterminez en jour l'instant T1 pour lequel le nombre de noyaux de plomb restant sur le nombre de noyaux de polonium formés sur le nombre de noyaux de polonium restant est égal à 2/5. Donc vous voyez, à T égale à 0, l'échantillon ne contient pas du plomb, il contient uniquement N0 noyaux du polonium. Après un certain instant T1, ça l'instant T1, il nous reste un nombre de noyaux du polonium qui est N0 exponentielle moins lambda T.
Combien ils se sont désintégrés? Le reste, c'est quoi? Ça, ce sont la partie qui est désintégrée en plomb. Et cette partie, on nous dit, il est égal à combien? Il est égal à 2/5 fois le nombre de noyaux restants au polonium. Et à partir de cette donnée, donc ça c'est le principe de la datation, je l'ai bien expliqué dans la vidéo qui correspond à la datation. Donc connaissant le nombre de noyaux restants du noyau X, le nombre de noyaux restants du noyau Y, on peut déterminer tout de suite l'âge. Donc là, vous voyez que le nombre de noyaux de plomb à l'instant T, le nombre de noyaux, en fait, ça c'est le nombre de noyaux désintégrés. Le nombre de noyaux du polonium désintégré, c'est le nombre de noyaux du plomb formé. Je répète, le nombre de plombes qui se sont désintégrés, c'est cette partie qui a été désintégrée. Et cette partie, c'est quoi? Tout ce qui est désintégré est transformé en plomb. Donc le nombre de noyaux du plomb, c'est le nombre de noyaux du polonium qui se sont désintégrés. Et le nombre de noyaux qui se sont désintégrés, c'est le nombre initial, moins le nombre qui reste à l'instant T. Je remplace maintenant le NPO, autrement dit ceci, pas encore, je vais déterminer N0. Donc N0 est égal à combien? 2/5 plus 1, ça me donne 7/5 du nombre de polonium qui reste à l'instant T. Or, le nombre de polonium qui reste à l'instant T, c'est 7/5, c'est N0 exponentielle moins lambda T. Je simplifie par N0 et je détermine exponentielle moins lambda T, donc je peux déterminer le temps. C'est 1 sur lambda log de 7/5. Bien sûr, lambda, ce sera l'unité de lambda moins 1. Donc, si lambda en jour moins 1, le temps, ce sera en jour. Il s'obtient 67 jours. Donc, vous voyez, c'est le principe qu'on utilise de la datation, comme l'uranium, thorium, potassium, argon, plomb, polonium. C'est toujours le même principe. Et là, on n'a pas besoin de connaître le nombre de noyaux à T égale à 0, comme ce qu'on fait en datation carbone 14, mais il suffit de connaître le nombre de noyaux du noyau fils et le nombre de noyaux du noyau père dans l'échantillon donné. Et le rapport de ces deux noyaux permet de déterminer l'âge de l'échantillon. Voilà, c'est bientôt 1 heure, donc je vais arrêter ici pour cette première vidéo et je vais continuer la suite des sujets dans une deuxième vidéo très prochainement. Voilà. Bien sûr, j'attends vos commentaires, vos encouragements. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-le au maximum avec vos amis. Et si vous avez des questions, bien sûr, ils sont les bienvenus dans les commentaires. Et à très bientôt.